l'introduction précédente nous a permis de parler de la démarche scientifique, qui est une question cruciale dans la crise qu'on vit en ce moment. Je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'on pourrait en parler beaucoup, mais on peut y revenir sur les questions. Mais quand on voit de Didier Raoult à Olivier Véran, on se demande si justement la démarche scientifique, quelque part, elle n'a pas été un petit peu oubliée. Donc, ce que je voudrais faire ce soir, c'est vous... bon, l'auditoire étant probablement très varié, je vais quand même reprendre un petit peu rapidement les bases de la biologie avant d'attaquer vraiment les virus et le Covid-19 qu'on verra dans un deuxième temps, et pour finir avec les vaccins contre le Covid, justement. Voilà. Donc, on va attaquer tout de suite par la notion de cellule, qui est cruciale en biologie. Hein. C'est un terme qui date pas d'aujourd'hui, hein, ni du siècle dernier. C'est un terme qui commence dans les années 1600 et quelques. En fait, surtout grâce à l'invention du microscope, où on s'est rendu compte finalement que tous les êtres vivants étaient constitués de cellules et qui avaient pour principale propriété, alors voilà, pour principale propriété d'être autonomes, c'est-à-dire qu'on pouvait isoler ces cellules, et elles pouvaient vivre par elles-mêmes, se répliquer, se diviser, et tous les êtres vivants, des plantes en passant par les bactéries et jusqu'à l'homme, sont constitués finalement de cellules autonomes. Il faut bien se rendre compte que même si il n'y a qu'une cellule au départ, pour faire un être humain, on aboutit à un chiffre de 60 000 milliards de cellules. Voilà, ça c'est des chiffres qu'il faut avoir en tête quand on parle de biologie. Et ensuite, là aussi, on va revoir brièvement les structures de la cellule et en quoi c'est important. Vous savez que c'est pour une cellule eucaryote, donc qui a un noyau, comme les plantes ou les vertébrés, elles sont constituées d'une membrane externe qui entoure toute la cellule, et avec de multiples structures à l'intérieur, mais évidemment la plus importante, c'est le noyau de la cellule qui va comporter les chromosomes. Voilà. Donc, nos fameux chromosomes, notre hérédité qui est contenue dans ces structures qu'on peut voir quand même au microscope. Alors, on a des moyens techniques pour les visualiser, mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est finalement le coffre-fort de notre information génétique, qui est enfermé dans ces noyaux sous forme de chromosomes. 23 paires de chromosomes chez l'homme, bien sûr, dans chacune, et ceci dans chacune de nos cellules. Toutes nos cellules contiennent le même patrimoine génétique, qui est constitué, comme vous le savez, d'une molécule qui s'appelle l'acide désoxyribonucléique. C'est tout simplement deux brins qui se font face et qui s'enroulent l'un autour de l'autre, et qui sont reliés par des liaisons, ces liaisons portant elles-mêmes la base de l'information génétique, puisque ce sont en fait une répétition de 4 molécules différentes. Hein, ces interactions là, ce que vous voyez, c'est le squelette de l'ADN, et ce qui est l'information génétique, donc elle est portée par la succession très précise de ces 4 molécules différentes, ces barreaux de l'échelle là, qui sont les molécules ATGC. Et comme ça, on a donc chaque barreau, on appelle ça une paire de bases, hein, on a dans notre génome 3,2 milliards de paires de bases. C'est ça qui constitue notre patrimoine génétique.
Et c'est bien sûr l'ordre, la nature et le nombre des bases qui vont déterminer cette information génétique. On va retrouver tout le génome, encore une fois, hein, dans chaque cellule de l'organisme. Là où on a énormément progressé depuis, je sais pas, 50 ans, hein, depuis même plus que ça, qu'on connaît la structure de l'ADN, c'est que petit à petit, on a pu, pardon, on a pu établir le séquençage justement du génome humain, et ça a été fait en 2003. Il avait fallu plusieurs années à l'époque, mais maintenant on fait ça en quelques jours. On peut établir le séquençage, savoir l'ordre précis de ces répétitions de 4 bases dans un génome. 3,2 milliards. Donc vous voyez que ça fait appel maintenant à ce qu'on appelle la bioinformatique, hein, puisqu'évidemment on ne peut pas traiter ça à la main. Donc on a nos chromosomes bien au chaud dans le noyau de nos cellules. Comment maintenant cette information génétique, comment elle va gérer, c'est un peu cet ordinateur, hein, qui va tout gérer les fonctions cellulaires. Donc elle va être véhiculée depuis les chromosomes jusqu'au reste de la cellule. Donc ce qui est schématisé ici, c'est le génome humain avec nos 46 chromosomes. Un chromosome, c'est donc, chaque chromosome, c'est une molécule d'ADN double brin. Et puis, on va retrouver en moyenne, on va dire, un bon millier de gènes dispersés sur un chromosome. Donc, le génome humain, c'est 20 000 gènes. Et qu'est-ce que c'est qu'un gène? C'est tout simplement un morceau de cet ADN. C'est ce morceau d'ADN, ce morceau de chromosome, c'est ça qu'on va appeler un gène très particulier. Il y a un début, une fin, hein, sur la molécule d'ADN. Et ce qu'il fait, c'est qu'il va envoyer son message. C'est lui, cette information génétique, elle va donc être véhiculée par une autre molécule, cette fameuse molécule étant l'ARN messager, justement. Donc on a un gène, à chaque gène, on va associer un ARN messager. Donc on appelle ça une étape de transcription d'un gène en ARN messager. Cet ARN messager, pour qu'il soit messager, justement, pour qu'il apporte son message, il doit sortir du noyau, et donc on a une migration de milliers de molécules d'ARN correspondant à nos milliers de gènes, sans arrêt, hein. Ils sont synthétisés dans le noyau à partir de l'ADN. C'est une copie, en fait, d'un morceau d'ADN. Et ils vont être différents, hein. Pour chaque gène, on va avoir un ARN messager différent. Ces messagers vont sortir du noyau et arriver se retrouver dans le reste de la cellule, qu'on appelle le cytoplasme. Et c'est là que cette information génétique va être traduite. Cette fois-ci, c'est une étape qu'on appelle la traduction. C'est-à-dire que la molécule d'ARN, donc l'acide ribonucléique, va être décodée, hein, elle va être traduite, et on va comme ça pouvoir synthétiser une protéine. Vous avez sûrement entendu parler des protéines, bien sûr. Et donc c'est ça, hein, une protéine, c'est le résultat du décodage d'un ARN messager. Donc ces protéines, elles peuvent être de différents types, hein. Encore une fois, on va avoir autant de protéines qu'on a de gènes et d'ARN messagers, et elles vont porter différentes fonctions. Elles peuvent porter des fonctions enzymatiques, c'est-à-dire catalyser des réactions chimiques, ou bien elles peuvent servir de récepteurs. On va en parler aussi, bien sûr, beaucoup. Alors, souvent, on fait l'analogie de tout ça avec on fait l'analogie avec un livre. Notre patrimoine génétique, c'est en quelque sorte un livre avec des chapitres. Chaque chapitre pourrait correspondre à un chromosome. Et
Et finalement, qu'est-ce que c'est qu'un ARN messager? Ça correspond simplement à une photocopie d'une page. Hein. Si une page est un gène, eh bien l'ARN messager, c'est la photocopie de cette page. De même que la traduction en protéines, mais finalement, c'est comme quand on traduit un texte d'une langue dans une autre, hein, on va traduire ce texte, cette page va être traduite, c'est ça la traduction en protéines. Voilà. Quand on regarde un petit peu plus dans le détail, on a parlé de gènes, je vous ai dit, c'est un morceau d'ADN orienté avec un début et une fin. Il est donc tout d'abord transcrit en ARN messager. Cet ARN messager va sortir du noyau et là, il va être pris en charge par des petites structures à l'intérieur du cytoplasme, des petites usines en fait moléculaires assez complexes, mais qui vont permettre de décoder justement cet ARN messager. On va associer non plus des acides nucléiques, hein, comme l'ADN ou l'ARN, mais on va synthétiser une protéine qui est en fait un enchaînement d'acides aminés. Donc c'est encore une structure moléculaire différente. Mais voilà, ce qu'on peut garder comme message, c'est que l'information génétique va toujours dans le même sens. Hein. Elle commence au niveau de l'ADN dans le noyau, avec un gène, et on a des photocopies de ce gène qui se retrouvent sous la forme d'ARN messager qui vont permettre le décodage de notre gène en plusieurs protéines identiques. Un gène, une protéine, un ARN messager. Et bien sûr, ça c'est on a donc je vous ai dit qu'on a à peu près 20 000 gènes dans notre génome, mais tous ne sont pas exprimés en même temps dans toutes les cellules. Donc on a des répertoires d'expression de gènes en fonction des types cellulaires des organes. On n'a pas les mêmes gènes qui s'expriment dans des cellules de cœur, des cardiomyocytes, que dans des neurones, hein, c'est bien compréhensible. Voilà. Bien que le patrimoine génétique, encore une fois, soit le même dans le noyau d'un neurone, il est exactement le même par rapport à un noyau d'une cellule cardiaque. Voilà, une fois qu'on a vu ces bases, ça c'était pour l'information génétique, mais comme je vous ai dit au début, on a au départ l'œuf qui est une seule cellule, on arrive à 60 000 milliards de cellules. Donc on a des systèmes de reproduction, hein, de duplication de notre ADN au cours des divisions cellulaires. On a besoin de répliquer très fidèlement notre patrimoine génétique d'une cellule mère à ses cellules filles. Donc, on a pour ça besoin de copier cet ADN sur le plan moléculaire. Hein, on doit faire une copie conforme en quelque sorte. Et ça, c'est réalisé, c'est assuré par une enzyme très particulière qui est qu'on appelle ça une ADN polymérase et qui va copier fidèlement notre ADN. Mais en fait, faut voir ça un petit peu comme une machine. Hein. C'est une machine enzymatique, hein, en quelque sorte, et comme toutes les machines, ça fait des erreurs. Elle se trompe au lieu de copier la séquence ATGC qu'elle doit copier, eh bien, à la place d'un A, elle va mettre un T ou elle va faire des erreurs avec une fréquence très faible, bien sûr, mais ces erreurs peuvent être très problématiques, hein, ce sont des mutations finalement, si elles affectent un gène essentiel à la vie de la cellule. Et pour ça, donc, la biologie a sélectionné d'autres protéines qui sont capables de reconnaître ces erreurs et de les corriger. Hein. Il y a des systèmes de réparation qui vont, en même temps que l'ADN polymérase fait une copie, eh bien, ces systèmes de réparation vérifient que les copies sont correctes, qu'il n'y a pas eu d'erreur, et elles sont capables de réparer ces erreurs.
Tout ça, fait partie du fonctionnement normal de nos cellules. Donc, toujours, et ça permet notamment d'avoir l'intégrité du génome qui est assurée le plus fidèlement possible depuis l'œuf jusqu'à l'organisme adulte. Voilà, donc on a parlé d'ADN polymérase. Pour faire une copie, alors maintenant pour l'expression des gènes, au cours de la vie de la cellule, on a besoin de copier, comme je vous l'ai dit, un morceau d'ADN. Donc cette fois-ci, ça va être une autre enzyme qui va se charger de cette activité, et donc c'est une ARN polymérase, hein, puisque l'ARN polymérase va, elle, assurer la copie. On appelle ça la transcription, hein, copie moléculaire d'un brin d'ADN lors de l'expression d'un gène. Voilà. Donc on a des enzymes bien particulières, cellulaires, qui font partie bien sûr de la vie de la cellule normale. Donc après ces rappels, certainement pour beaucoup, de biologie, on va passer un petit peu plus dans le vif du sujet, et on va parler des virus. Alors les virus, dans la biologie, finalement, c'est des êtres assez à part, puisque contrairement aux autres êtres vivants, qui sont donc constitués de cellules, un virus, par définition, c'est une particule inerte quand il est dans l'air, à l'état de particules, dans l'air ou dans l'eau, peu importe. En dehors d'une cellule, un virus, c'est une particule inerte. Il ne se passe pas de réaction chimique à l'intérieur d'une particule virale. Donc c'est un intermédiaire entre le monde vivant et le monde minéral, hein, en quelque sorte. Sous forme de particules, il est plus proche du minéral qu'autre chose, que du vivant en tout cas. Il va révéler son potentiel vivant justement quand il va pénétrer à l'intérieur des cellules. Alors là, simplement, les virus ont des structures très variées, mais ça tourne quand même toujours un petit peu autour de la même chose. C'est donc des capsules qui renferment le génome viral. Donc là, on trouve les acides nucléiques qui peuvent être des virus ARN, comme des virus ADN, mais le principe, là, on trouve là la biologie, le principe de la biologie dont on parlait, ce sont eux qui sont les dépositaires de l'information d'un virus donné. Hein. C'est le génome, on parle de génome viral comme on parle de génome humain ou de génome bactérien ou de plante. Donc, un cœur avec un acide nucléique et puis entouré de protections de protéines, beaucoup de protéines virales, donc codées par le génome viral, et certains virus sont en plus entourés d'une membrane lipidique de la même composition chimique que les membranes cellulaires de nos cellules. C'est d'ailleurs en étant répliqué à l'intérieur de nos cellules, quand on fabrique des particules virales, quand une cellule est infectée, on va y venir, en fait, ça se passe de la façon suivante. La particule, dans le cas de certains virus, les particules virales emportent un morceau de la membrane cellulaire, et c'est pour ça que certains virus sont dits enveloppés, parce qu'ils ont cette membrane cellulaire. C'est le cas de beaucoup de virus ARN. Donc, comme je vous l'ai dit, non, c'est là qu'il faut cliquer. En fait, le virus, c'est un parasite, hein, c'est un parasite intracellulaire, c'est là qu'on va voir son potentiel vivant lorsqu'il réussit à pénétrer à l'intérieur d'une cellule. Il va pénétrer d'une manière ou d'une autre, souvent, la plupart du temps, en interagissant avec une protéine à la surface de nos membranes cellulaires. Et lorsque le génome viral est libéré à l'intérieur du cytoplasme,
il peut aller jusqu'au noyau, mais surtout, il va détourner la machinerie cellulaire et entraîner comme ça la mort petit à petit, la mort de la cellule hôte. Il va y avoir donc fabrication, multiplication de virus et production de particules virales et relargage lorsque la cellule meurt et libère donc toutes ces particules virales qui, encore une fois, sont à ce moment-là, elles redeviennent inertes. Ça, c'est le cycle classique des virus. Donc, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est beaucoup de coronavirus, bien sûr, mais aussi ce que souvent, d'ailleurs, on se pose la question, est-ce que ça va être comparable, notamment pour la vaccination, comme pour le virus de la grippe voilà. Donc, on va parler un tout petit peu de virus de la grippe et de rétrovirus aussi, de virus du sida, parce qu'il y a à la fois des similitudes et de grandes différences, notamment par rapport aux variants. Voilà. Donc, voilà, la notion de variant, là j'y viens sur cette diapositive. Donc je vous ai dit, hein, on a dans la cellule normale deux enzymes très importantes. Hein. Une, l'ADN polymérase, qui sert donc au moment de la division cellulaire à faire des copies de notre génome entier, d'une part, et l'autre enzyme cellulaire, l'ARN polymérase, qui va permettre la transcription, donc de faire circuler l'information génétique depuis nos gènes jusqu'au cytoplasme grâce à la synthèse de ces ARN messagers. Ça, c'est donc l'expression des gènes classiques dans la cellule. Lorsqu'on a un virus à ARN, on va parler surtout des virus à ARN, je crois que c'est pas parler des autres virus à ADN, ça nous entraînerait un petit peu trop loin. Donc, qui est de ce type de virus, ils ont besoin, eux aussi, d'une ARN polymérase pour répliquer leur génome, hein, puisque leur génome est une molécule d'ARN. Donc, il faut qu'elle soit prise en charge, cette molécule d'ARN, par une ARN polymérase virale qui va permettre d'une part l'expression des gènes viraux, mais aussi et surtout, non, elle va permettre la réplication du génome viral. Hein. À partir d'une particule de virus, on va fabriquer des milliers, dans une cellule infectée, on va fabriquer des milliers de particules virales. Ça, il faut que dans le génome viral, il y ait un gène qui code pour une ARN polymérase virale. Elle va se charger donc de l'expression des gènes viraux et aussi de la réplication du génome viral. Et donc c'est ça qui va permettre la production de nouvelles particules virales. Mais on l'a déjà abordé avec les ARN polymérase cellulaires et les systèmes de réparation. Les ARN polymérase virales font, comme toutes les autres types d'enzymes de ce type, elles font des nouveaux ARN, mais elles font des erreurs et donc il y a là, elles génèrent donc des mutations. C'est tout à fait aléatoire, hein, bien sûr. Il faut voir ça vraiment comme une machine qui génère de temps en temps, elle saute une base ou elle introduit une base différente, et donc ça génère une mutation. Un variant, mutation, on peut employer les deux termes, ça veut dire quasiment la même chose. Ces mutations, puisqu'elles sont aléatoires, et donc se retrouvent, évidemment se retrouver au niveau des particules virales libérées, donc on a un mélange à la fois de particules virales normales, on va dire, et puis de temps en temps des particules
virales qui sont mutées. Ces mutations étant aléatoires, elles vont avoir des conséquences qui vont être très différentes en fonction du lieu de cette mutation, de l'endroit du génome VAL muté. Elles peuvent être complètement neutres, n'avoir aucune conséquence sur la biologie du virus proprement dit, et donc elles seront noyées dans la masse. En quelque sorte, il y aura pas de raison qu'on les retrouve, qu'on enrichisse par un type de variant donné de ce type si la mutation est neutre. À l'inverse, la mutation peut être aussi délétère pour le virus lui-même, hein. Si on perd mettons, si on mute le gène de l'ARN polymérase, quand on se retrouve avec un gène qui fasse une ARN polymérase inactive, eh bien, du coup, le virus se répliquera jamais, mais ce variant va disparaître, en quelque sorte. Oui, il sera perdu complètement. Là où les problèmes arrivent, c'est lorsque une mutation aléatoire, va conférer un avantage sélectif au nouveau virus, au virus mutant, au virus variant. Voilà. C'est ce dont on parle en ce moment. Le meilleur exemple qui est maintenant bien documenté, c'est le variant dit britannique, le variant anglais, qui a pris nettement le dessus, en France en tout cas, c'est clair, sur la souche du coronavirus de départ. Donc on a en fait, c'est un processus tout à fait naturel, cette génération de variants, et c'est bien ça qu'il faut voir. C'est que chaque fois qu'on va multiplier la production de virus, on va aussi avoir la production de variants avec une fréquence on va y venir, avec une fréquence qui peut être très différente d'un virus à un autre, justement. C'est par exemple dans le cas du virus de la grippe, on va passer très rapidement sur le virus grippe, mais ce qu'on peut retenir, c'est que c'est un génome complexe avec non pas une seule molécule d'ARN, c'est un virus ARN, mais il y a 8 fragments d'ARN différents qui composent un peu comme nous, 46 chromosomes. Bien lui, le virus de la grippe, il a 8 fragments, 8 morceaux d'ARN différents qui constituent son génome. Et surtout, en fait, ce qui pose problème avec le virus de la grippe et qui nous pose problème, et ce pourquoi finalement on est obligé de se revacciner tout le temps, c'est que en fait, il n'a pas de système de réparation, hein. Il n'y a pas de système de réparation au niveau de la réplication de l'ARN. Donc, il y a une génération de mutations qui est relativement élevée chaque fois que le virus se réplique à l'intérieur de nos cellules. Un virus, vous êtes infecté par un virus de la grippe au départ, eh bien, quand vous allez être quelques jours après, vous allez être contagieux, le virus que vous allez générer, qui va se répandre depuis vos cellules, eh bien, il sera déjà différent parce qu'il y aura déjà eu des mutations. Quand je dis le virus, c'est les particules virales, bien sûr. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a une telle apparition de variants, c'est la raison pour laquelle on doit générer des vaccins différents tous les ans, parce qu'on essaye de les adapter, on essaye de suivre le rythme de ces mutations, c'est la raison pour laquelle on a besoin de se vacciner avec des vaccins différents tous les ans. En plus de ça, le fait qu'il soit fragmenté, alors là je rentre pas de détail, ça nous amènerait un petit peu trop loin, mais c'est en fait, ça peut générer aussi, ça pose un autre problème, c'est que on a
on a un problème qu'on appelle le réassortiment génique, c'est-à-dire que si on a deux souches différentes de virus de la grippe qui se mélangent dans la même cellule et qu'on a un mélange de ces fragments d'ARN, eh bien comme ça on peut aboutir à des nouveaux virus qui sont encore plus différents des virus de la grippe précédents, et c'est comme ça qu'on arrive aux pandémies grippales. Voilà, c'est un processus différent de la mutation simple au cours de la réplication. Voilà. C'est comme ça qu'on a, on va pouvoir, il va y avoir des pandémies de grippe et peuvent être terribles, comme celle de la grippe espagnole en 1918. On va passer au virus du sida, juste pour, là aussi, on ne va pas rentrer dans le détail, il y a juste un point très particulier dans le virus du sida, qui est le fait que c'est un virus ARN. Alors, je crois que je vais passer un petit peu là-dessus parce que ça nous amènerait un petit peu trop loin. C'est un virus ARN, pas très compliqué, avec un nombre restreint de gènes, mais il a un gène particulier, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une ARN polymérase qui réplique, comme je vous l'ai dit, le génome viral qui fait des copies pour fabriquer de nouveaux virus, eh bien lui, c'est une famille de virus très très curieuse, puisque lui, il va à l'inverse de la biologie, du dogme de la biologie, dont je vous ai parlé, depuis l'ADN jusqu'à la protéine en passant par l'ARN messager. Eh bien lui, cette enzyme, c'est une reverse transcriptase. Elle est reverse parce que à partir d'une molécule d'ARN, eh bien cette enzyme va fabriquer un ADN. Donc c'est cette enzyme qui s'appelle reverse transcriptase. Quand vous entendez parler de test RT-PCR, RT c'est pour reverse transcriptase. Voilà, donc on peut en parler dans la discussion si vous voulez, mais c'était juste au passage pour vous expliquer ce qu'était la reverse transcriptase. Alors, le problème finalement du virus HIV, c'est aussi que lui aussi, il a un système de réparation, et donc il y a une de mutants qui est très élevé. On produit beaucoup de mutants lorsqu'on est infecté par un virus du sida, et donc c'est ce qui explique aussi en partie la grosse difficulté pour fabriquer des vaccins, en plus du fait que bien sûr que ce virus infecte les cellules lymphocytaires. Donc c'est compliqué de lutter lorsque nos outils sont même cassés, si je puis dire. Voilà, donc ces deux virus, le virus du HIV, le virus de la grippe, ce que je voulais vous dire, c'était qu'ils n'avaient pas de système de réparation, et donc ils génèrent énormément de variants. Ce qui n'est pas le cas du coronavirus, vous allez voir, on va en parler. Alors, donc quelques généralités avant de rentrer un petit peu de parler des vaccins sur le coronavirus, pardon, très rapide. Donc la Covid-19, c'est la maladie. Elle est provoquée par un virus qui s'appelle SARS-CoV-2 et qui fait partie d'une famille donc qu'on appelle coronavirus. Et cette famille, on connaît bien deux petits cousins au SARS-CoV-2 et qui ont généré deux épidémies heureusement très localisées. Une en 2003 pour le SARS-CoV, qui est le plus proche du SARS-CoV-2, c'est pour ça qu'on appelle, SARS-CoV-2 comme ça, donc qui a fait quelques morts en Chine en 2003, et un autre qui s'appelle le MERS-CoV et qui est apparu au Moyen-Orient, qui là aussi a fait quelques morts. Et on a pu retracer, dans le cas de ces deux virus, on a pu retracer l'historique et la généalogie, si je puis dire, de ces virus qui proviennent qui ont des ancêtres
chez la chauve-souris et qui, par mutations successives, se sont adaptés d'abord à un hôte intermédiaire avant de passer à l'homme. Donc on se retrouve un petit peu avec ce genre de problématique pour le SARS-CoV-2 et la pandémie qu'on vit depuis un an. Sans que, hein, excusez-moi, oui, il y a encore le dessin du pangolin. Pour le SARS-CoV-2, il y a bien sûr, on a encore beaucoup de questions non résolues sur la généalogie de ce virus SARS-CoV-2. C'est certainement pas le pangolin. Il y a encore pas mal de questions qui restent en suspens. Et c'est quand même intéressant de voir comment ça évolue parce que, bien sûr, il s'agit de bien comprendre pourquoi et comment apparaissent ces nouveaux virus. Et il y a une hypothèse que je trouve très intéressante, c'est que on constate que finalement, dans l'histoire, jusqu'à la fin du XXe siècle, les zoonoses, donc ces maladies qui sont transmissibles depuis des animaux et qui passent à l'homme, les zoonoses n'étaient pas fréquentes du tout. Enfin, c'était quelque chose comme une fois par an, une fois par siècle, qu'on subissait une zoonose. Alors que depuis le début du XXIe siècle, ces zoonoses sont beaucoup plus fréquentes et on a celle du SARS-CoV et du MERS-CoV, mais c'est vrai pour d'autres virus, d'autres familles de virus, on constate qu'on a des zoonoses qui sont beaucoup plus fréquentes que auparavant. Eh bien, il y aurait une hypothèse, hein, encore une fois, c'est une hypothèse, c'est pas encore prouvé, qui impliquerait la diminution de la biodiversité dans ce domaine. Jusqu'au XXe siècle, on avait une grande biodiversité, donc l'apparition de ces virus mutants était en quelque sorte diluée dans les différentes espèces sauvages potentiellement hôtes, et en diminuant la biodiversité, eh bien, on va provoquer un phénomène de concentration de ces nouvelles espèces dans quelques espèces potentiellement hôtes, et tout ça couplé au rapprochement physique entre espèces hôtes sauvages, espèces hôtes d'élevage et l'homme, fait que ça pourrait expliquer l'augmentation de la fréquence de ces zoonoses. Donc, je vais passer ensuite voilà, aux gènes du virus SARS-CoV-2 et leur fonction. Alors, le génome, là, c'est pas la peine, bien sûr, de regarder tout ça. Ce qui est schématisé ici, c'est un ARN, une molécule d'ARN, virus ARN, avec un génome beaucoup plus grand, un grand génome, une seule molécule, un grand génome avec beaucoup de gènes. Bien sûr, ce dont vous avez entendu parler, c'est du gène Spike, qui est situé ici, bien sûr. C'est lui, enfin, ce gène code pour la protéine Spike, code la protéine Spike plutôt. Cette protéine qu'on retrouve à la surface de la particule virale, et elle est très importante puisque c'est elle qui assure la reconnaissance avec l'interaction entre la protéine Spike et le récepteur, une protéine donc cellulaire qui se trouve à la surface de nos cellules, une de ces protéines cellulaires à la surface. Et donc l'interaction Spike avec on appelle ça un récepteur, hein, va permettre l'entrée du virus. Donc c'est grâce à la protéine Spike que le virus pénètre à l'intérieur de nos cellules. Mais comme vous le voyez, il y a bien beaucoup d'autres gènes. Et on commence maintenant à bien connaître la fonction d'un certain nombre de ces gènes, pas de tous, mais en fait, on va passer rapidement là-dessus parce que c'est pas. Ça explique pourquoi et comment le virus interfère avec la machinerie cellulaire. On a pu associer des perturbations de chaque fonction biologique
je passe rapidement là-dessus. On a différentes fonctions biologiques qui sont affectées, ça c'est les fonctions normales, et ça ce sont les gènes viraux particuliers qui perturbent ces fonctions biologiques, et c'est comme ça que le virus va finir par perturber tellement nos fonctions cellulaires qu'il va entraîner la mort de nos cellules. Donc ça commence à être bien connu. Et aussi, ce qui est intéressant de voir là, je reviens aux variants, c'est que bien sûr on a un gène viral qui code une ARN polymérase virale qui est en charge de répliquer, de faire des copies de ce génome viral, de manière à ce que dans chaque nouvelle particule virale ait son génome. Comme je vous l'ai dit précédemment, cette ARN polymérase va faire des erreurs, des erreurs aléatoires, comme toutes les ARN polymérases, qu'elles soient cellulaires ou virales. Mais ce qui est intéressant avec le coronavirus, ce qu'on voit, c'est qu'on a des gènes ici, certains des gènes vont coder des protéines qui sont capables de réparer ces erreurs. Donc, dans un grand nombre de cas, malgré ces erreurs aléatoires, on a une réparation. Et c'est pour ça qu'on dit que le coronavirus, finalement, mute assez peu. Et c'est plutôt une chance par rapport à cette pandémie, parce que s'il mutait comme les autres virus qui n'ont pas ces systèmes de réparation, on aurait probablement des milliers de fois plus de variants qu'à l'heure actuelle. On a quand même des variants. Pourquoi? Tout simplement parce que, bien sûr, ces systèmes de réparation, ils font eux aussi des erreurs. Ils sont pas 100% fiables. Ils ne réparent pas toutes les erreurs. Quelques erreurs échappent au système de réparation, et c'est comme ça qu'on va quand même générer des variants coronavirus. Et donc, on en a déjà parlé, en fonction de où se situe la mutation, eh bien, on va avoir des conséquences très variées sur la biologie du coronavirus en question. Pour finir, les quelques diapos dont je vais vous parler maintenant, c'est la recherche sur les vaccins et pourquoi, comment ça a abouti et qu'est-ce qui s'est passé depuis un an. Et ce qu'on se rend compte finalement, c'est que ce qui a plutôt bien marché, c'est pour ce qui est du coronavirus, c'est les nouvelles stratégies vaccinales. Alors, on parle de nouvelles stratégies vaccinales parce que par rapport aux anciennes, celles de Pasteur et jusqu'à il y a très peu de temps finalement, ce qu'on faisait classiquement, c'était de bricoler le virus lui-même ou la bactérie, peu importe. On la rendait inactive, on parlait de virus vivants atténués, de virus entiers inactivés, ou bien encore de fragments protéiques de microbes. Ça, ce sont les stratégies classiques qui sont en effet plus longues à mettre au point et plus difficiles, et parfois très souvent, très souvent, quand on cherche un nouveau vaccin, on tâtonne beaucoup avec ce genre de stratégie. C'est pour ça que depuis déjà une vingtaine d'années, une trentaine d'années, on cherchait de nouvelles stratégies pour fabriquer des vaccins. Et ce qui a abouti l'an dernier, bien sûr, ce sont ces nouvelles stratégies. On va en parler que de deux, parce qu'il y en a d'autres, mais on va parler surtout de ces deux-là, soit à vecteur viral, soit à ARN messager. En fait, ce sont des nouvelles stratégies qui sont obtenues par génie génétique. Donc, il faut identifier le gène qui va permettre la réaction immunitaire. Parmi tout génome viral, on va utiliser un seul gène viral, quel que soit le vaccin d'ailleurs, et on va le manipuler, on va faire du génie génétique dessus. La stratégie à vecteur viral, c'est
tout simplement, oui, là, ça, l'animation, elle n'est pas dans le bon sens, c'est pas grave. Pour ce qui est de la stratégie à vecteur viral, on va utiliser un autre virus qu'on va rendre inoffensif, qui l'est déjà. De toute façon, c'est un virus on utilise beaucoup les adénovirus. Hein, c'est ce qui est le cas des vaccins AstraZeneca et Johnson Johnson. On utilise des adénovirus qui sont déjà des virus assez bénins, mais en plus on les rend inoffensifs et non réplicatifs, donc ils ne sont pas capables de se répliquer, mais par contre on va recombiner le génome viral adénovirus, on va lui adjoindre le gène, l'antigène, codant l'antigène qu'on veut cibler. Donc on fait une petite recombinaison génétique et on va fabriquer comme ça un vecteur vaccinal, c'est-à-dire une particule virale, adénovirus, en tube à essai. Simplement, il faut produire ces particules virales pour faire le vaccin. Hein. Le vaccin va être constitué de particules virales et donc il faut fabriquer ce vaccin sur des cultures cellulaires. Donc c'est là aussi, il y a une étape de culture cellulaire qui est peut-être un petit peu délicate dans certains cas. Pour l'ARN messager, c'est encore plus simple. Ce qu'on va faire dans cette stratégie, c'est... oui, en fait, c'était ça. Hein, voilà, je viens d'en parler. Dans la stratégie qui utilise les ARN messagers, c'est que on peut pas faire plus simple. Hein. On prend, en fait, l'ARN messager, alors on va prendre l'exemple du Covid, hein, pour simplifier, on prend l'ARN messager qui code la protéine Spike, hein, on prend juste ce petit morceau du génome viral du SARS-CoV-2, on le synthétise, parce qu'on sait le faire ça en tube à essai, on synthétise ce morceau de gène, enfin ce gène Spike, et on va l'enrober par des nanoparticules qui sont en fait des nanoparticules lipidiques. Et donc, quand on mélange tout ça, on se retrouve, c'est ce qui est schématisé ici, avec des nanoparticules. Hein, nano, c'est vraiment, faut pas avoir peur de ce terme, c'est vraiment parce qu'elles sont de l'ordre du nanomètre. Elles sont très très petites et ce sont des petites bulles. C'est une membrane lipidique avec à l'intérieur des ARN messagers codant la protéine Spike. C'est ça, en fait, notre vaccin ARN messager. Donc, vous voyez que là, on a en plus le gros avantage d'avoir une fabrication qui est entièrement en tube à essai. Nos gouttelettes lipidiques, les nanoparticules, elles sont synthétisées par des synthétiseurs. C'est des machines qui nous synthétisent tout ça, comme les ARN messagers. Donc, on n'a plus, on se dispense de toute étape qui est parfois problématique de culture cellulaire ou de fabrication de vaccins assez compliqués. C'est ce qui a fait la force des vaccins, c'est ce qui fait la force des vaccins à ARN messager. Oui, non, c'est ça. Donc, pour simplifier, hein, la stratégie, elle est encore représentée ici. On avait les plateformes vaccinales classiques, mais de virus inactivés, bidouillés d'une manière ou d'une autre, mais ça n'a pas vraiment abouti. Ce qui a abouti, ce sont les nouvelles plateformes vaccinales, hein, dont on vient de parler, à vecteur viral, ARN messager. Dans tous les cas, on a toujours ciblé la protéine Spike parce que le raisonnement, c'était de se dire si, donc dans la vaccination, le but du jeu, c'est de fabriquer des anticorps, c'est schématisé ici, hein. Voilà comment ça marche hein, avec nos vaccins ARN messagers. Nos nanoparticules qui sont représentées ici vont fusionner avec la membrane de nos cellules naturellement. Hein, ça se fait naturellement parce que c'est la même composition chimique. L'ARN messager va pouvoir rentrer, Spike va pouvoir rentrer dans le cytoplasme
il sera pris en charge par nos petites usines moléculaires et donc on va fabriquer de la spike, de la protéine spike qui va se retrouver à la membrane de nos cellules. Et ça elle sera reconnue comme corps étranger et ça va enclencher toutes nos réactions du système immunitaire. Soit la production de lymphocytes qui sont T, qui sont tueurs de cellules infectées, soit la production de lymphocytes qui vont fabriquer des anticorps. Quand ils fabriquent des anticorps, ça veut dire qu'ils vont relarguer dans la circulation sanguine des molécules qui sont les immunoglobulines, donc nos anticorps, qui sont spécifiques d'un antigène donné. Voilà, donc tout ça, c'est dans le but de fabriquer des anticorps qui vont permettre, puisqu'ils sont dirigés contre la spike, ils sont spécifiques, il y a une reconnaissance. La spike, maintenant, la spike d'un virus, d'une particule virale, au lieu d'interagir avec les récepteurs cellulaires, eh bien, elle sera bloquée parce qu'elle sera en quelque sorte masquée, elle sera collée, recouverte, le virus sera recouvert d'anticorps et donc il ne pourra plus rentrer dans nos cellules. Voilà le principe de la vaccination Covid. Finalement, quelle que soit la plateforme, hein, bien sûr. Là, on a pris l'exemple du vaccin ARN, mais c'est le même principe, un petit peu différent, hein, dans le cas des vecteurs viraux. Bon, ben, au lieu d'avoir ça, c'est un vecteur viral qui rentre et qui va fabriquer de la spike. Et voilà, j'arrive à ma dernière diapositive. On se pose aussi, bien sûr, les gens se sont beaucoup posé la question, mais comment ça se fait qu'on nous a toujours dit que développer un vaccin, c'était très long, ça prenait une dizaine d'années, et là, au bout d'un an, voilà, ça a mis le doute dans la tête des gens. Bon, ben, ce que j'essaye de représenter sur cette diapositive, c'est un peu de vous expliquer pourquoi ça a été si vite. Alors tout d'abord, dans le développement de vaccins normal, il faut bien voir qu'on a des études précliniques qui sont essentielles, puisqu'on doit d'abord déterminer, on doit d'abord bien étudier la maladie, savoir finalement contre quel antigène on va pouvoir être efficace, et ça peut prendre du temps. Et il faut notamment modéliser dans une souris, la plupart du temps, on va modéliser la maladie et essayer de développer, de tester ces nouveaux vaccins chez la souris. Donc il y a toutes ces études précliniques qui peuvent prendre plusieurs années. Lorsqu'on a trouvé le bon vaccin, le bon antigène, que ça marche chez la souris, on va pouvoir passer aux essais cliniques chez l'homme. Et ces essais cliniques sont extrêmement réglementés. On a d'abord, ils sont constitués de 3 phases. Phase 1, phase 2, phase 3. Et chaque phase a une fonction bien précise. La première phase, on doit tester l'innocuité du vaccin, qui ne rende pas malade, etc. La deuxième phase, on doit commencer à étudier la réaction antigénique qu'il provoque. Est-ce que c'est bien contre la protéine? Et puis, bien sûr, la phase la plus importante, c'est la phase 3, où, et ce que je dois dire aussi, c'est que phase 1, phase 2, phase 3, à chaque fois, on augmente le nombre de personnes enrôlées dans ces tests, et notamment à la phase 3, ce qui est essentiel, c'est de comparer un groupe contrôle non vacciné avec un groupe vacciné. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir dire, ben, le Moderna, il est 93% efficace, parce qu'on va le pourcentage d'efficacité de nos vaccins est donné grâce au résultat final de la phase 3. Donc chaque phase coûte beaucoup d'argent et aussi prend beaucoup de temps. Et puisque ça coûte beaucoup d'argent, en général, ce que font les industriels, parce que c'est pas fait par la recherche publique fondamentale, vous imaginez, c'est fait par des grosses boîtes pharmaceutiques qui vont bien sûr attendre le résultat final de chaque phase avant d'enclencher la suivante.
hein, parce que les sommes sont tellement considérables qu'ils ne peuvent pas prendre le risque. Et donc, chaque phase prenant plusieurs années, souvent, vous vous rendez compte que facilement, quand on additionne tout ça, eh bien, et si on inclut bien sûr la phase de production industrielle proprement dit du vaccin, et encore une fois, les industriels ne vont pas engager la production de vaccins avant d'avoir même non seulement le résultat de phase 3, mais aussi l'autorisation de mise sur le marché qui peut parfois prendre du temps parce que tout ça, c'est contrôlé, extrêmement contrôlé avec des contrôles drastiques à chaque étape. Un vaccin classique, c'est ça, c'est 10 ans. Pourquoi ça a été si vite avec le SARS-CoV-2? Eh bien, tout d'abord, la première explication, c'est que on a parlé du SARS-CoV et du MERS-CoV, et en fait, ce sont des petits cousins du SARS-CoV-2, comme les épidémies se sont arrêtées très vite dans ces deux virus, en 2003 et 2013, même si les chercheurs avaient commencé à travailler sur le développement de ces vaccins, ils ne sont pas allés au bout, mais quand même, ils avaient fait toutes les études précliniques. Et ils avaient notamment identifié la protéine Spike, qui est une protéine bien sûr différente pour ces virus, mais ce sont des virus très, très similaires, donc on savait que en ciblant la protéine Spike du SARS-CoV-2, on allait certainement avoir des efficacités intéressantes. Donc les études précliniques, ont été très rapides et c'est pour ça qu'elles ont pris quelques mois en fait. Il a juste suffi de connaître la séquence spike du SARS-CoV-2 pour tout de suite faire ces tests chez la souris. Et en fait, dès le mois de mars 2020, au tout début de l'épidémie, de la pandémie, on a pu commencer les tests chez l'homme. Les essais cliniques ont démarré en fait au mois de mars 2020. Et donc ça, c'est la première explication. La deuxième explication très importante, c'est que il y a eu un effort financier considérable des gouvernements et un peu des industriels, mais surtout des gouvernements, qui ont mis beaucoup d'argent sur la table et qui ont permis en fait, de réaliser des essais cliniques chevauchants. C'est-à-dire que la phase 2 a démarré avant la fin de la phase 1. Dès que les résultats de phase 1 commençaient à être encourageants, on a pu engager la phase 2. Et de même pour la phase 3, elle a démarré avant la fin définitive de la phase 2. Lorsque les résultats encourageants de phase 2 étaient encourageants, on démarrait la phase 3. C'est ce qui explique qu'on a pu chevaucher ces essais cliniques tout en conservant les contrôles stricts, hein, puisque en fait le juge de paix, si je puis dire, c'est l'autorisation de mise sur le marché à la fin, où les autorités sanitaires reprennent toutes les études, tous les contrôles pour voir si les résultats sont corrects. Et aussi, ce qu'on peut dire aussi, bien sûr, c'est que la fabrication industrielle a démarré avant la fin de la phase 3. Hein, ils ont commencé à fabriquer des vaccins, ne sachant pas s'ils seraient vraiment efficaces. On a commencé à en fabriquer à l'automne 2020, sans avoir encore le résultat définitif, puisque ce sont des étapes qui prennent aussi du temps. Tout ça, ça explique le fait qu'on a réussi à faire en moins d'un an des vaccins contre le coronavirus, contre la Covid-19. Ce qu'on peut dire aussi, grâce donc à ces efforts financiers, voilà, grâce à ces énormes efforts financiers, ce qu'on peut dire aussi, c'est que si un variant apparaît et qu'il devient résistant à la vaccination, eh bien, ce qu'on peut dire aussi avec les ARN, et je suis certain d'ailleurs, je sais que les boîtes pharmaceutiques sont en train de travailler sur la fabrication de nouveaux vaccins
Et quand on voit la simplicité de la fabrication des vaccins à ARN messager, on peut concevoir que dans quelques mois, on aura éventuellement de nouveaux vaccins qui seraient dirigés contre des variants qui seraient apparus et qui seraient résistants à la vaccination. Voilà, la simplicité de la technique des ARN messagers est vraiment très utile dans cette histoire. Voilà, donc je vais m'arrêter là. J'espère que je n'ai pas été trop long. Et puis, eh bien, je suis prêt tout à fait à répondre à vos questions.